Je termine cette série, commencée tôt ce matin, avec l'un de nos partenaires fidèles du Hacking Health Lyon, Apicil, le groupe Apicil, originaire de la région. Alors on a la chance d'avoir Marie-Christine Eudes, la directrice de l'innovation. Ça tombe bien, on est dans le champ de l'innovation et du hackathon. Bienvenue. Alors on va essayer de passer en revue un certain nombre de sujets en lien avec ta fonction autour de l'innovation. Je sais que tu es toujours très en appétit sur ces sujets-là et toujours. On avait avant Guillaume Passot, Christelle Galvez qui est. Alors je sais pas si c'est un dénominateur commun, mais la curiosité, le fait que très attentive à ce qui peut se passer dans nos environnements, c'est toujours très appréciable, surtout on met beaucoup d'énergie. Mais peut-être avant de rentrer sur le fond des sujets, est-ce que tu peux te présenter, donc, outre le titre, qui est maintenant courant, on va dire, dans les organisations alors industrielles, mais aussi dans le champ des mutuelles et des assureurs, qui est récent au final. On en trouve aussi dans le monde hospitalier. Qu'est-ce que fait une directrice de l'innovation et quel est un petit peu ton parcours ? Alors déjà, merci de m'avoir invité à cette mini table ronde. Mais en tous les cas, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un parcours un peu atypique, puisque alors je vais être peut-être en voie de disparition comme personne, puisque ça fait 43 ans que je suis dans le groupe Apicil. Donc j'ai commencé par la petite porte, comme on dit, en stagiaire école. Et après, j'ai fait un peu tous les métiers. Et en fin de compte, c'est cette curiosité qui m'a menée pendant tout le long de ma carrière, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire, plein d'améliorations à avoir. Plein de nouveautés, d'innovations, d'écoute de nos clients, puisque j'ai été surtout attirée par la voie du commercial pour pouvoir conseiller, accompagner nos clients. Et puis pendant toutes ces années, développer aussi, puisque j'ai eu la chance de pouvoir faire reprendre des études et puis mener des projets d'informatique. Alors rien à voir avec la santé, mais quand même, c'était aussi comment je peux améliorer les processus. Et tout simplement, je dirais, ma connaissance un peu de l'ensemble des métiers ont fait qu'un jour, j'ai dit, mais en fin de compte, quand on entend nos clients, ils nous perçoivent un peu comme un assureur lambda, un peu endormi. Et quand je vois, moi, tout ce qui est fait à l'intérieur, je me suis dit, mais il faut qu'on mette en avant ces innovations, même au sein même du groupe, puisqu'il y a plein de choses que l'on fait pour nos clients, plein de choses que l'on fait en interne. Et j'avais envie qu'on en parle, qu'on en mette en avant ces belles choses qui sont réalisées, que ce soit en interne ou avec des externes. Et la première chose que j'ai fait, parce qu'en effet, le poste est récent, 2019, je suis allée voir tout ce qu'on avait fait pendant les années passées et j'ai relevé au moins 40 innovations, que ce soit interne ou externe. Et je me suis dit, mais il faut qu'on continue. Et au contraire, il faut développer et aller voir d'autres personnes. Et puis je crois que c'est là qu'on s'est rencontrés en fin de compte. Et j'ai vécu un hackathon de l'extérieur. On n'était pas partenaires encore. J'ai vu un peu comment ça se passait. Et je me suis dit, mais ça c'est génial. Mettre tout le monde autour de la table à un même moment, c'est ce qu'il faut faire. Et en fin de compte, c'est de là qu'on a commencé une aventure, je dirais, et j'ai commencé à regarder ce qu'ils faisaient, aller voir des partenaires, les écouter, voir comment ils travaillaient, voir un peu ce que racontaient nos clients, leurs besoins, et tout naturellement, on s'est lancé un peu dans l'innovation, un peu plus structurée, on va dire ça comme ça. Alors, avant peut-être de passer à une question qui me brûle les lèvres, parce que au final, l'innovation, souvent on dit ceux qui connaissent trop le métier. C'est un peu le cordonnier le plus mal chaussé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a du mal à être vigilant, attentif, apporter de l'innovation dans les nouveaux processus. Comment quel est l'angle d'attaque ? Alors tu commences à nous expliquer que c'est en faisant un petit pas de côté, en allant voir dans l'écosystème, mais ça ne doit pas être évident au final quand on connaît bien le métier comme ça. Alors ça peut être un atout ou un inconvénient. Comment gérer ça au final ? Alors, en effet, c'est un atout parce qu'on devient expert de nos métiers. Naturellement, on apporte de l'expertise. Mais
à force d'être trop dedans, on dit toujours qu'on a la tête dans le guidon, et ben on voit plus ce qui se passe à côté. Et de temps en temps, je pense que le directeur innovation dans une entreprise, quelle qu'elle soit, est là pour faciliter cette prise de recul. C'est de dire à un moment donné, faites un stop, regardez ce qui se passe autour de vous, regardez, le monde change. Et malheureusement, le monde change très très vite actuellement. Il y a plein de facteurs externes, les besoins changent, les façons de consommer changent, les façons de vivre changent. Et aujourd'hui, il faut savoir de temps en temps relever la tête et se dire qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et c'est en cela, en fin de compte, que je vois mon rôle au niveau du groupe. Je suis une facilitatrice pour moi, c'est de se dire à un moment donné, hop, regardez, là, il y a une start-up qui a fait un super truc, venez les écouter, venez les voir, et en fin de compte, écoutez les clients, faisons des expérimentations, allons à la rencontre. Et je pense que c'est ça le rôle, en fin de compte, d'un directeur innovation, c'est d'arriver à permettre des temps d'échange, en fin de compte, à des experts, parce que c'est vrai qu'on reste souvent des experts, et de manière à ce que ces experts déjà retrouvent un peu de sens dans leur travail, parce que quand on est trop expert au bout d'un moment, je pense qu'il y a une espèce de fatigue intellectuelle ou fatigue même physique quelquefois de répéter toujours la même chose, et de temps en temps on a envie de s'oxygéner un peu le cerveau et d'aller voir à côté. Oui, parce qu'en plus, pour avoir déjà échangé avec toi sur un certain nombre de sujets, nous, on côtoie des porteurs de projets, des startups, voire des plus grosses entreprises. Ils ont une idée un petit peu simpliste, en fait, de l'environnement de la mutuelle. Pour caricaturer, ils nous disent toujours à la fin, quand on n'est pas dans le système de l'assurance maladie, c'est la mutuelle, c'est l'assureur qui payera. Voilà, on sort du chapeau toujours. Alors, je parle bien sûr pour des entreprises qui sont dans le domaine de la santé. Et c'est vrai que, du coup, il faut une médiation. Enfin, c'est plus qu'une médiation, c'est la connaissance des métiers pour se dire qu'à un moment donné, la proposition que je fais de valeur, comment elle va s'intégrer dans votre offre et aussi dans votre modèle économique d'une certaine façon. Je crois que tu as dit un mot qui est très juste, c'est la valeur. En fin de compte, la plupart des startups qu'on rencontre ne savent pas mettre en avant la valeur qu'elles produisent. Et c'est ça aussi que nous, on essaie de faire ressortir. Pour ce faire, on a créé un programme d'accélération où on avait fait un petit appel à porteurs de projets, des startups en tous les cas, qui avaient des innovations, des solutions sur la prévention en santé dans les entreprises. Et on s'est rendu compte, puisqu'on a mené ce programme-là en intégrant des collaborateurs du groupe, puisque moi je suis persuadée que c'est en mixant... je ne veux pas te dire ça à toi, puisque c'est ce que tu fais en ce moment même. Donc, c'est en mixant les cultures qu'on arrivera vraiment à mieux se comprendre. Parce que quand tu le dis, à un moment donné, en effet, moi, je me suis rendu compte que quand on vient nous voir avec des projets, on nous dit c'est la mutuelle qui prendra en charge, mais ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une mutuelle déjà. Une mutuelle, c'est déjà des entreprises privées, même si on a but non lucratif, mais à un moment donné, on a besoin de rentabilité, on a besoin d'avoir un modèle économique qui tienne la route. Et on ne paye pas comme ça, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc à un moment donné, il y a le client au bout qui va payer. Et si moi, je ne sais pas démontrer la valeur d'un service à un client, eh ben, de toute façon, je ne vais pas le proposer. Donc on est vraiment nous rentrés dans cette habitude de se dire maintenant, chaque fois qu'on propose des services, à nos entreprises ou aux individus qui ont des contrats chez nous, on sait qu'on l'a testé et on sait quelle est la valeur produite. Et on sait du coup mieux parler du coût de ce service-là, et du coup on aide aussi les startups à prendre leur envol, à être pérennes et à se développer sur le territoire. Donc c'est vrai que c'est un vrai enjeu, je pense déjà, de mieux se connaître, et puis après c'est de les aider à mettre en avant la valeur, parce que si la valeur produite est là, démontrée, et moi ce que je trouve excellent quand on fait un hackathon, c'est qu'on est en capacité d'expérimenter quelquefois. J'ai vu des beaux projets les années passées où les groupes prenaient leur téléphone, testaient les solutions, demandaient si ça avait un intérêt. Et ça a une vraie valeur, parce qu'en fin de compte, avant de se mettre sur le marché, avant d'aller plus loin, de savoir le retour client, je crois que c'est indispensable, et ce qui permet après d'aller encore plus loin, parce qu'on a la preuve que ça va marcher et que c'est vraiment la réponse à un besoin. Donc, on a commencé à en parler un petit peu, enfin tu as défloré un petit peu le sujet, vous avez du coup vous êtes organisé d'une certaine façon en interne, en interne et en externe, pour appréhender cette problématique de l'innovation. Donc il y a plusieurs
modules, plusieurs programmes. Vous avez aussi une communauté. On va pas tout dire d'un seul coup, mais on va y passer en revue. Donc le premier programme, ça a été sur la prévention, c'est ça. Donc là, c'est vraiment des startups qui vous ont proposé, en fait. Il y a eu un processus de sélection. Nous donner quelques exemples aussi, ça permettra de fixer un petit peu, parce que la prévention, là aussi, alors si la mutuelle, c'est un peu abstrait pour certaines startups, la prévention, c'est aussi un vaste champ. On a vu ce matin avec Georges Kepenekian que c'est un des gros challenges, mais ça fait de nombreuses années que j'entends que c'est un gros challenge. Mais là, du coup, vous êtes passé à l'action. Tout à fait. Alors, je vais peut-être donner d'abord un mot de la prévention. La prévention, pour nous, c'est hyper important, pour la bonne raison qu'on est un assureur santé, un assureur en prévoyance. Ça veut dire qu'on va payer financièrement des contributions quand la personne est malade, en fin de compte, ou en arrêt de travail. Nous, ce que l'on souhaite, forcément, c'est améliorer l'état de ces personnes, les aider en tous les cas, et surtout aider les entreprises à mieux prendre soin de leurs salariés. Là, on a une vraie conviction, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dessus, où on pense qu'un salarié heureux, en bonne santé, sera facteur de performance, et donc de performance économique aussi pour l'entreprise. Ça, c'est vraiment, on en est persuadé. On a essayé de le démontrer, notamment avec des chaires. Et du coup, on met un point de vigilance par rapport à la prévention. Après, la prévention, c'est un vaste mot, puisque quand on parle de prévention, on veut parler de ROI. La prévention, ça n'a pas de ROI. En plus, la prévention, tout le monde sait qu'il faut en faire. Il faut manger moins gras. On s'en persuade à longueur de journée. À longueur de journée. Mais personne ne fait rien. Enfin, de toute façon, voilà, qu'on soit... en tout cas, très peu. Ou très peu, ouais, exactement. On attend des fois qu'il y ait vraiment l'aléa pour se prendre conscience qu'on aurait dû le faire. Et je suis persuadée que là, l'innovation peut venir au secours de la prévention. Puisque comment arriver à attirer et faire prendre conscience à des personnes comme quoi elles doivent faire sa prévention, peut-être manger mieux, faire plus d'exercice, qu'en leur proposant quelque chose de très innovant. Et en fin de compte, ils viennent plus par curiosité, et de fait, après, on leur met un peu le doigt dans l'engrenage, et d'eux-mêmes, du coup, ils se rendent compte que ça va mieux. Alors, pour illustrer ça, je vais parler du premier programme que l'on avait fait. C'était le programme Apicil Prévention Santé by Hachette, où on avait fait un petit appel à projet pour trouver des solutions innovantes sur les RPS, les risques psychosociaux, pardon, oui, il faut décoder. Et les troubles musculo-squelettiques en entreprise. Alors, je dis bien en entreprise, parce qu'on trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions innovantes sur ces sujets-là. Et du coup, les entreprises ne savaient pas trop comment traiter le sujet, ou c'était des sujets qui étaient un peu banalisés. Et on a eu la chance d'avoir des startups qui ont répondu à cet appel à projet. Et parmi, par exemple, ces startups, une qui me tient un peu à cœur, je suis la marraine, donc forcément, je vais en parler, c'est Capsys Robotics, un robot masseur de détente. Alors franchement, quand on a dit ça, tout le monde nous a dit, mais qu'est-ce que... Ils nous prennent un peu pour des fous. C'est quoi un robot qui vient masser dans une entreprise? Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Et en fin de compte, pendant 12 mois, on a travaillé avec Carole et on a dit, pour démontrer la valeur apportée, on va l'expérimenter, ce robot. Et on avait plein de partis pris. On se disait, oui, qui c'est qui va aller voir un robot? C'est peut-être des gens qui sont assis toute la journée. Et puis, en fin de compte, c'est l'expérimentation qui nous a permis de dire, non, des gens qui sont en train de porter des fûts toute la journée, eux aussi, ils apprécient de prendre 10 minutes de leur temps pour avoir un massage de détente, simplement, en toute, on va dire, sécurisé, je dirais, un peu isolé. Et en plus, moi, ce qui m'a plu dans ce robot, c'est qu'il est inclusif. Quelle que soit ta taille, ton poids, qui tu es, il y a plein de personnes qui nous ont dit jamais elles auraient osé aller dans une entreprise de massage, dans une société de massage ou autre, parce qu'elles avaient des complexes et autres. Et donc voilà, et ce côté un peu curieux, en fin de compte, on l'a vécu même à la clinique du Parc où il a été testé. Donc un personnel complètement différent, un personnel soignant. Et chaque fois, on a eu un taux de satisfaction énorme. Et dans les verbatims qui sont là, c'est de dire que les gens ils prennent conscience que quand ils consacrent 10 minutes de temps pour eux, ils vont mieux. Ils sont un peu moins stressés, ils sont un peu moins de tension. Et en fin de compte, c'est comme ça qu'on peut faire prendre en considération que la prévention, c'est ça en fin de compte, ni plus ni moins, c'est prendre soin de soi pour être mieux après. Donc voilà des exemples par rapport à ce type de programme.
un autre type de programme qui est très en lien avec le hackathon. On a souhaité être un peu un pré-incubateur. On a la chance d'être dans un groupe de protection sociale. On investit en général à peu près 15 à 16 millions par an sur du mécénat social. Et dans le cadre du mécénat social, on s'est dit, ben voilà, il y a des initiatives sur le territoire qui sont hyper intéressantes, comme le hackathon, et on s'était donné comme projet de porter un thématique. D'ailleurs, l'année dernière, c'était sur la prévention des seniors en fin de carrière. L'année d'avant, c'était sur la santé mentale. Et on s'est dit, ben, une fois que ces projets commencent à maturer, à sortir un peu de terre, eh ben ça vaut peut-être le coup d'aller les accompagner un peu plus loin pour se dire, bah tiens, on peut se donner une chance de trouver des choses un peu innovantes, parce qu'en fin de compte, il est issu des vrais besoins des clients. Et du coup, c'est les Opiciles. Et ces Opiciles-là, en fin de compte, on va essayer de les continuer. Hein. On en a deuxième. Alors malheureusement, le Covid est venu perturber les calendriers. Mais voilà, ça fait partie de ce type de programme que l'on fait. Voilà, c'est vrai que du coup on a collaboré, je dirais 2 années sur, je dirais une espèce d'articulation qui a plutôt bien fonctionné, puisque la première année, il y a encore des projets qui sont en cours là, d'expérimentation et voire de développement. Et nous, c'était extrêmement intéressant, puisque en fait, on est souvent au début de l'histoire, l'aventure du hackathon. On essaye d'aller chercher des projets sur le terrain, et c'est pas facile souvent parce que avec toutes les problématiques de se dire, est-ce que je suis vraiment face à une vraie problématique avec une vraie solution derrière. Et donc du coup on a essayé en effet de synchroniser. Donc si je résume, il y a deux projets, enfin deux programmes d'une certaine façon, un qui est consacré aux startups, un autre qui est plus consacré aux programmes émergents, et puis qui permettent aujourd'hui de vous approprier d'une certaine façon aussi cet environnement de l'innovation qui, comme on l'a dit, quelquefois est très mouvant. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées. L'idée derrière, c'est aussi de les concrétiser. Et donc ça constitue les deux premières briques. Je crois qu'il y en a encore une troisième dans le dispositif. Alors, en effet, du coup, chaque fois qu'on a fait ces 2 premières briques, on est allé chercher nos collaborateurs. On a ouvert les portes de cet externe qui est en pleine effervescence à nos collaborateurs. Donc, on a créé une petite communauté, tu en as parlé tout à l'heure, les Happy Innovateurs, des gens qui sont un peu intéressés, qui ont envie de nous suivre. Et on les questionne chaque fois qu'on peut. Par exemple, quand on doit sélectionner des startups, quand on doit participer à des projets. Et on leur propose d'être parrain ou marraine de ces startups. Et puis à force, on va dire petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, les idées germent. Et par exemple, 2 coachs qui étaient présents à l'hackathon l'année dernière, aujourd'hui elles sont co-intrapreneuses. Puisque du coup on s'est dit, mais les idées, elles émergent de la base, je dirais, mais pourquoi pas de nos collaborateurs. Et on a eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tous les cas, pendant la période du Covid, on a mené notre plan stratégique. Et ce qui fait que tout le monde est un peu en télétravail. Eh bien, j'ai animé comme ça des plans qui ont permis de faire émerger des idées. On a fait un espèce de mini-hackathon à distance. Ces idées-là, qui sont aujourd'hui des sujets un peu de diversification du groupe, très en lien avec la prévention santé, très en lien avec l'accompagnement de nos clients, eh bien, des collaborateurs se sont portés un peu volontaires, nous ont poussé à se dire, mais pourquoi pas nous? Et du coup, on a un projet intrapreneurial. Et ce projet intrapreneurial, en plus, est parrainé par les startups qu'on avait accompagnées. Donc, on va retrouver Capsis, Carole, qui a accepté, Akanema, qu'on avait accompagné dans un Opicile. Voilà, on a comme ça. Du coup, on garde ce côté collectif, côté mélange. Et du coup, on croit beaucoup à l'entrepreneuriat. On avait déjà de l'entrepreneuriat où les gens créaient leur propre entreprise, mais on va dire un petit peu plus en mode solo. Et là, on a vraiment voulu jouer sur le collectif et pouvoir travailler. Donc, c'est vrai que c'est dommage que le calendrier n'ait pas pu jouer cette année. Mais voilà, aujourd'hui, on leur demande de faire ce que font. Alors, elles sont un petit peu plus en avance puisqu'on avait commencé un petit peu plus tôt. Mais voilà, maintenant, elles vont expérimenter. Hein. Elles ont joué le hackathon un peu de la même manière, puisqu'en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est les méthodes. Je pense que les méthodes qui sont appliquées au hackathon aujourd'hui sont les vraies méthodes, c'est-à-dire que c'est d'abord l'échange, la compréhension du besoin, la compréhension de ce qu'il faut apporter, la conception, le test,
avant tout, avant d'aller développer. Parce que des fois, on voit des sommes importantes qui sont investies dans de l'innovation et quand à la fin, en fin de compte, ça ne convient pas au marché. Je pense que ce côté-là, aujourd'hui, c'est ce que c'est en tous les cas, nous apporter le hackathon, ce côté se lancer, tester, oui, avant d'aller encore un peu plus loin. Oui, puis comme disait Christelle Galvez juste avant, c'est faire des maquettes en carton. C'est vrai qu'avant de lancer des grands programmes, tu as évoqué des programmes informatiques, on en connaît tous, qui se sont développés. Alors bien sûr qu'il faut à un moment donné amener la technologie, mais sur ce qu'on a encore redit hier soir, hein, c'est cette capacité à maqueter, se tromper, vouloir casser sa maquette peut-être à la fin du week-end. Et puis, voilà, je pense que toi, tu le perçois maintenant avec le lien que tu as avec les différents innovateurs, hein, qu'ils soient bébés innovateurs ou start-up, des gens qui restent un peu campés sur leur solution et qui, malheureusement, n'arrivent pas à pivoter parce qu'ils sont tellement arc-boutés que la difficulté derrière... On peut le comprendre, hein. Enfin, ils ont lancé un projet, ils ont investi, etc. C'est pas obligatoirement pour s'entendre dire que ça va pas fonctionner. Mais autant, c'est un petit peu ce que dit Luc Serrois, c'est autant se tromper rapidement, autant essayer de réajuster le tir et de trouver peut-être son marché. L'exemple que tu as cité de Capsys est intéressant. Je pense qu'ils ont sans doute d'autres perspectives. Est-ce que du coup, dans cet environnement-là, sans révéler des grands secrets, quels sont les autres sujets qui vous animent ? Aujourd'hui, on a plein de sujets. Hein. Au niveau du groupe, on a la chance d'avoir plein d'entités, je dirais. Et on en a un qui nous anime tout particulièrement, qui est en lien directement avec l'assurance, c'est les parcours. J'entendais Christelle qui en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui... quand on parle souvent santé, on parle opération, chirurgie, une maladie. Mais je pense qu'il y a un avant, c'est la prévention, il y a un après. Et souvent, on le néglige. Nous, on le voit beaucoup au travers des entreprises. On parle de retour à l'emploi, souvent. On ne traite pas un retour à l'emploi de la même manière quand on sort d'une phase difficile d'un cancer ou d'une simple grippe. Mais ça reste quand même un accompagnement à avoir. On est persuadé qu'il y a de nouveaux modèles à inventer, puisque c'est vrai que quand on a un patient qui s'inscrit beaucoup plus dans un parcours où on peut l'aider, je pense qu'il a plus de chances de s'en sortir déjà. Du coup, ça peut faire aussi des économies pour la société. Hein. Elle-même, elle le disait tout à l'heure, et à tous les niveaux. Et je pense qu'au niveau assurantiel, on pourra aussi avoir une façon différente d'accompagner cette partie-là, en intégrant du coup toute cette partie prévention. Donc ça reste des grands principes qu'on regarde. Donc ce qui fait qu'on est toujours très intéressé quand on voit des projets qui sont en train de sortir, voire de les accompagner, pourquoi pas. Donc on a ces projets-là. On en a d'autres, on en a un qui est un peu plus historique, qui est le monde du handicap aussi. Ça reste quand même un vrai sujet. On parle d'inclusion dans le groupe. C'est notre sujet parce que c'est aujourd'hui, même si on parle du handicap, mais le handicap reste le handicap à côté. Pour nous, il me semble qu'il faut qu'on soit modèle et qu'on va chercher à essayer de rendre nos entreprises aussi modèles dans ce principe d'inclure tout le monde, mais pas que les handicapés, je dirais, parce qu'en fin de compte, ça c'est un point hyper important. La société est composite et c'est bien la valeur et la richesse de ce composite et avec lequel on peut avancer. Donc, on essaye aussi systématiquement d'avoir cette valeur-là dans les startups qu'on accompagne, en leur posant la bonne question. Est-ce que vous avez pensé aussi à inclure tout le monde ? Est-ce que votre solution va convenir à tous ? Ou alors, il faut le dire tout de suite, mais voilà, ça c'est des sujets importants. Puis l'environnement, hein, ça je pense que ça fait partie des sujets du groupe. Donc on a vraiment 3 piliers, je pense, l'inclusion, l'environnement et puis toute la partie aléa et comment on peut améliorer cet aléa. Donc on a la chance aussi d'avoir une fondation. J'allais y venir aussi, parce que la dynamique est à tous les étages de la fusée. Et on a cette fondation, la fondation Apicil, qui est quand même une fondation reconnue d'utilité publique, hein, et qui lutte contre la douleur.
Et depuis de nombreuses années. Hein. Depuis l'origine. Ils ont un programme exactement, annuel, d'appel à projet, voilà, ouais. et de trouver des solutions innovantes justement sur la lutte contre la douleur. Et notamment, on a pu expérimenter, on a pu même former des hôpitaux, des soignants sur... ça y est, j'ai perdu... je cherche. L'hypnose, voilà, notamment. On a un projet qui est un peu sur le sujet. Voilà, et ça, c'est des vrais sujets, notamment vis-à-vis des enfants aussi. Comment accompagner des enfants pour éviter d'avoir une médicamentation trop importante. Donc voilà, il y a des projets très innovants. Des fois, c'est pas grand-chose. Ça peut être une échelle de la douleur, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais de pouvoir accompagner et créer la bonne échelle qui va bien pour que le patient puisse s'exprimer. Voilà, mais je pense que au travers de cette fondation aussi, on fait aussi de l'innovation. Et ça, c'est intéressant puisque vraiment, c'est une thématique sur la douleur, mais c'est vraiment comment accompagner les porteurs de projets en fin de compte. Puis on travaille aussi, on collabore beaucoup avec le territoire. Christelle le disait tout à l'heure, avec le Centre Léon Bérard, on a aussi des actions, on accompagne aussi beaucoup dans des expérimentations que l'on peut aussi financer, comme on fait beaucoup de mécénat social, donc c'est aussi dans notre ADN de pouvoir accompagner. C'est vrai que vous êtes très présent sur le territoire au contact des soignants. Juste sur la fondation, alors c'est un appel à projet ou c'est au fil de l'eau sur la question de la douleur ? Ils font systématiquement des appels à projets. Après, en fonction des porteurs, ils peuvent leur demander. Mais en général, on travaille par campagne d'appel à projet avec une thématique, de manière à ce qu'on puisse avoir aussi... on a une commission qui est composée de médecins et de professeurs qui peuvent sélectionner quand même certains projets, puisque il y a quand même une petite dotation qui permet aussi d'accompagner financièrement les porteurs de projets. Une autre question, on a vu arriver depuis quelques années ce qu'on peut appeler les thérapies digitales. Donc avec Ludocare, etc. Comment vous voyez ces choses-là ? Enfin, pour le moment, ça reste une prise en charge qui est un petit peu à la demande, on va dire. Hein. Comment vous voyez ces innovations arriver dans le paysage ? Alors c'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer Ludocare parce qu'il se trouve que dans le groupe Apicil, on a la chance d'avoir une mutuelle qui avait intégré la prise en charge d'accompagnement technique et thérapique. Et on s'est aperçu que c'est une vraie utilité. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable, je dirais, cette reconnaissance aussi. Donc là, on les suit, puisque il y a aussi la possibilité pour ces startups, je pense que c'est là aussi qu'on pourrait les accompagner, de pouvoir être reconnus comme étant du matériel. Alors, on appelle ça du petit matériel ou du gros matériel dans les nomenclatures de la sécurité sociale, et nous, ça nous permettrait de pouvoir compléter. Mais en parallèle, ça ne nous empêche pas de nous adapter pour pouvoir prendre en charge ce type de matériel qui est très utile, hein, puisque pour ne pas les citer, Ludocare, hein, c'est le petit... robot de show. Le petit robot qui va permettre d'accompagner des personnes, surtout les enfants naturellement, mais surtout que les enfants qui sont chez les grands-parents. Alors moi je m'en sens d'autant plus concernée que j'ai mon petit-fils qui a un traitement et quelquefois je me sens fort dépourvue quand la maman est pas là et que je sais plus. Et c'est vrai que ce petit robot-là, ça permet en fin de compte de suivre la médicamentation pour voir si elle a bien été prise à bonne heure et tout. Et je trouve ça super sympa et les enfants adorent. Et c'est vrai que c'est toujours très compliqué. Ça fait toujours mal au cœur quand on voit nos petits qui sont avec plein de médicaments à prendre. Et c'est vrai que c'est ce côté un peu ludique, hein, comme son nom l'indique, qui a été super sympa. Et comme on veut quand même apporter, nous, des compléments mutualistes à des personnes qui sont fragiles, hein, c'est vraiment, ça fait partie de nos sujets, et handicapés aussi. On essaye de prendre en charge, mais typiquement, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on revoie et qu'on accompagne dans nos contrats. Faire de l'ingénierie financière et économique pour pouvoir arriver
je dirais, à métaboliser tant soit peu les innovations. Parce que c'est technologique, mais c'est aussi en effet organisationnel, dans le sens où faciliter l'éducation thérapeutique des enfants sur un traitement comme traitement pour l'asthme, etc. On est aussi sur cette dimension qui était évoquée précédemment par Christelle Galvez sur des traitements bien plus lourds, mais qui nécessitent aussi que, je dirais, on environne un petit peu, comme si on prenait un terme financier, la technologie au plus proche des patients, quoi. Et c'est vrai que là, c'est aussi pour vous, sans doute, aussi, étant donné que vous adressez une large population et que vous devez aussi respecter, entre guillemets, différents fournisseurs, potentiellement, un challenge pour vous que la droite passe par tous les points, comme on dit, en tout cas, tout à fait. que vous puissiez avancer sereinement sur des sujets comme ça. C'est tout à fait le sujet. C'est-à-dire que quand on met en place dans un contrat, alors je ne vais pas faire comment marche un contrat de santé, mais en tous les cas, on ne dit pas, voilà, je vais donner un complément sur Ludocare. Ça ne se fait pas. Donc il faut qu'on trouve déjà la bonne terminologie, de savoir qu'est-ce que c'est exactement. Est-ce que c'est un matériel qui va permettre la médicamentation, la prise en charge. Donc on essaie de définir avec des mots très génériques, en fin de compte, les solutions. Et puis forcément, après, on va essayer d'aller voir aussi ce qui se passe sur l'environnement, on va dire l'écosystème, puisqu'il ne faut pas non plus qu'on fasse la promotion d'appareillage qui ne servirait à rien. Donc il faut aussi qu'on essaie de trouver comment on peut définir et comment on peut, pas dire labelliser, mais en tous les cas être sûr que le résultat est bien là. Donc ça, on le fait. On parle aussi de la médecine douce, souvent, hein, c'est toujours très compliqué, mais il ne faut pas non plus se fermer les yeux dessus. On sait que ça existe, au contraire. Là, on a un entrepreneur d'ailleurs qui est en train de développer une plateforme pour la médecine douce, pour essayer de guider des clients qui souhaitent avoir, on va dire, un conseil sur ces sujets-là. Donc voilà, il y a plein de choses aujourd'hui, puis on le voit, hein, même en innovation, que ce soit pour la prise médicamenteuse. On parle peut-être aussi des fois le portage tout simplement des médicaments, hein, toutes les personnes qui vivent chez elles. Voilà, comment on pourrait prendre en charge ou pas ça. Donc aujourd'hui, voilà, on est sollicité. Il y a plein de solutions qui existent, en plus des solutions super sympa, des gens qui font plus en vélo, et on se dit comment on peut faire pour promouvoir ça en essayant d'intégrer ça aussi, pourquoi pas, dans nos systèmes d'assurance, au lieu que ce soit à la charge que du client, que du patient, ou que de la mutuelle qui prendra en charge, et encore une fois, avec un coût qui est répercuté. Donc voilà, on a beaucoup de réflexions sur ces sujets, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en train d'émerger. Hein. On le voit d'ailleurs quand il y a l'hackathon, il y a des idées qui sont formidables, hein, on se dit, mais comment on pourrait faire pour aller plus loin encore, pour les accompagner, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment... qui permettrait en tous les cas de mieux suivre les traitements. C'est ça, c'est un vrai sujet aussi, hein, parce qu'encore une fois, on le disait, il y a l'avant, il y a les opérations, il y a l'après, et on le voit aussi que les personnes qui ne sont pas suivies après les hospitalisations, souvent, ont un taux de rechute beaucoup plus important que les personnes qui sont suivies, que l'on peut accompagner, qu'on peut apporter des solutions, que ce soit des solutions pour la rééducation, mais pourquoi pas aussi, nous on y croit, à travailler autrement, c'est-à-dire comment on peut aider des entreprises à permettre à des gens de se réinsérer plus facilement dans la vie quotidienne, parce que souvent on voit des fragilités psychologiques à ces personnes qui sont complètement isolées, qui n'ont plus de lien social, et qui rechutent, je dirais, pratiquement à 100% quand elles sont vraiment... quand elles se sentent un peu rejetées. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Ça encore. fourmille, j'ai l'impression, chez Apicil, en tout cas dans la tête de la directrice de l'innovation du groupe. Merci Marie-Christine. Du coup, on va te retrouver demain parce que c'est le coup de cœur du jury. Hein. Ça tombe bien d'une certaine façon parce que le thème du hackathon cette année est multiple et je pense qu'il y aura des super projets. En tout cas, on est très content de vous avoir à nos côtés depuis déjà 3-4 ans, voire plus. Et puis, on va essayer du coup de synchroniser pour l'année prochaine, hein, parce que malheureusement avec la pandémie Covid, on a été obligé de différer encore une fois cette édition. Mais on te remercie et puis demain on se retrouve pour le jury. Voilà. Bien sûr, puis merci à toi et puis hâte de voir les beaux résultats.